J'ai vraiment le plaisir de vous présenter à Jérôme Sueur, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle et qui dirige le laboratoire d'écoacoustique, exactement. Voilà. Comme peut-être certains d'entre vous, j'ai entendu parler de Jérôme Sueur les premières fois par des expositions, notamment la Fondation Cartier, et une autre exposition qui était dans le cadre de la Cité de la Musique, du Musée de la Musique, exactement. Et donc j'ai appris tout à l'heure que Jérôme Sueur était conseiller scientifique dans ces expositions. Donc on est vraiment content de pouvoir l'accueillir ici au CNSM-DP. Je voudrais remercier fortement le laboratoire Sacre et le programme gradué de PSL qui permet de faire ce genre de rencontres qui sont à la fois pour les étudiants qui ont pris la PSL Week, mais aussi pour nos doctorants du programme Sacre et pour aussi le personnel du CNSMDP et les invités. Donc c'est vraiment super. Donc remercions Sacre. Dans ce cadre-là, je remercie Noé Fort qui est venu du coup faire la captation et vous pouvez dire à vos amis que la présentation sera en ligne assez rapidement sur le site du laboratoire Sacre, qui pour l'instant n'est pas très joli mais qui est en train de s'améliorer très rapidement. Voilà. Et alors la rencontre va se passer en plusieurs temps. Au début, Jérôme va présenter son travail librement. Ensuite, on aura une période de modération par Benoît Renaudin et Tylène Clapper, que je présenterai à ce moment-là. Comme ça, on va pouvoir... vous saurez à qui vous aurez affaire à ce moment-là. Voilà, donc qui ont préparé cette modération avec Jérôme. Donc c'est pas du tout de l'impro, c'est vraiment un travail qui fait partie du programme de doctorat. Et à la fin, il y aura bien sûr un temps de questions pour le public. Vous pourrez poser vos questions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle d'ordre pratique, rapidement? Non? Ok, très bien. Et puis je dois aussi remercier beaucoup Fanny Guillaume-Castel. Je l'aurais fait normalement à la fin, mais je sais que tu dois partir, Fanny, qui a coordonné administrativement un peu tout ça ces derniers jours. On n'a pas chômé. Voilà, merci Fanny. Et je sais que tu peux pas rester avec nous toute la soirée, mais pas de souci. Voilà. Ok, merci et à vous. Merci beaucoup, merci pour cette invitation et cette introduction. Donc je vais vous parler de ce que l'on fait en effet au laboratoire, au Muséum national d'histoire naturelle. Mais comme on est dans un conservatoire, j'ai essayé de lier ce que l'on fait à des questions de musique. Alors en toute humilité, parce que je ne suis pas musicien, je ne suis pas musicologue, mais le fait de travailler sur les sons du vivant, maintenant, me connecte beaucoup avec des artistes ou même des chercheurs en musique. Alors on va commencer par des sons et c'est un petit blind test. J'aime pas qu'on fasse des blind tests parce que c'est toujours bloquant, mais voilà. Vous allez me dire ce que vous entendez, si vous avez une idée de ce que c'est. Un premier son que je n'ai pas enregistré, c'est Fernand Desroussen qui l'a enregistré, un audio naturaliste. Ah, vous avez fermé les yeux? Ah, misère. Allez. Ah, évidemment, ça a marché tout à l'heure. Vous avez vu la photo. Mais c'est quoi quand même? Ouais, c'est un rossignol. Joli. Qui était en compétition tout à l'heure avec les trompettes. Là, c'est plus dur. Mais vous avez vu la photo. Bon, c'était un serpent, un sonnette. Mais normalement, quand il n'y a pas la photo, personne ne trouve. Bon, j'ai tout raté. Qu'est-ce que c'est? C'est un torrent enregistré dans les Pyrénées. Et là, ça veut bien.
En fait, c'est pas très grave si ça s'arrête parce que il n'y a pas de différence quasiment entre le son et le stop. C'est rien, c'est du silence. Donc voilà, on a en haut le rossignol, le serpent à sonnette qu'on connaît pas nous. Hein. C'est un son qu'on connaît pas, mais que si vous allez aux États-Unis et que vous allez vous balader dans les déserts, vous allez apprendre. Un torrent dans les Pyrénées, et là c'est un silence, mais un vrai silence, un silence naturel qu'on a enregistré dans une forêt du Jura dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors tous ces sons ont été enregistrés dans des buts scientifiques, de comprendre comment l'oiseau, le rossignol chante, ce qu'il dit quand il chante, comment c'est reçu, comment c'est interprété par ses congénères. Le serpent à sonnette, il fait pas ce son pour rien, c'est un signal d'alerte, on dit un signal aposématique, c'est-à-dire qu'il va vous prévenir que, attention, il y a un danger, et qu'il vaut mieux pas s'approcher, et que lui, vaut mieux aussi qu'il n'a pas intérêt à mordre, hein, parce que c'est une dépense d'énergie et de venin. Le son d'un torrent, c'est une information sur la structure du paysage, c'est une information sur la présence d'eau, et puis ce silence qui est un paysage sonore, en fait, un peu particulier en hiver. Donc, tout ça, tous ces sons ont été en effet captés pour des recherches en ce qu'on appelle en bioacoustique ou en écoacoustique, où on étudie soit le comportement animal, on parle d'éthologie, soit on essaie de traiter des questions d'écologie, de suivi de la biodiversité. Donc là, vous avez différentes situations. On travaille sur le terrain, ou des collègues travaillent sur le terrain, qu'ils enregistrent avec des paraboles, avec des hydrophones, avec des magnétophones automatiques. Quelquefois, vous voyez, il faut mettre un peu de sa personne. Là, c'est un collègue, Philippe Gaucher, qui passe au-dessus de la forêt tropicale pour aller installer des microphones. Ici, Isabelle Charrier, qui est en Arctique. Des hydrophones mis dans les récifs coralliens. Là, Camille Desjonquers qui enregistrait dans des mares. Mais on peut aussi se poser la question, c'est de savoir, est-ce que ces sons, on ne peut pas juste les enregistrer et les écouter, les rediffuser pour leur musicalité, pour leur côté finalement agréable. Alors si on se réfère aux musiciens, alors là c'est vraiment, encore une fois, en toute humilité, hein, j'ai pas du tout fait d'études approfondies d'histoire de la musique, mais on peut trouver quelques grands noms de compositeurs qui se sont intéressés, qui se sont interrogés sur les sons du vivant. En commençant par Éric Satie qui, dans les Mémoires d'un amnésique, nous dit nous ne pouvons douter que les animaux n'aiment et ne pratiquent la musique. Cela est évident, mais il semble que leur système musical diffère du nôtre. Il y a déjà beaucoup de choses dans ces quelques phrases. C'est une autre école, c'est une autre musique. Nous ne connaissons pas leurs ouvrages didactiques. Alors maintenant, on les connaît beaucoup mieux grâce à la bioacoustique. Peut-être n'en ont-ils pas, s'ils en ont. Les musiciens de l'espèce humaine ont le droit de s'intéresser aux efforts de leurs chers collègues de l'espèce animale. Ils l'ont toujours fait de bon cœur du reste. Voilà, donc on peut s'intéresser à autre chose qu'un piano ou une trompette. Pierre Schaeffer. John Cage, après, dans Confession d'un compositeur, nous dit, d'après elle, sa tante Phoebe, la musique se composait de mélodies, d'harmonies et de rythmes. Donc une vision, une écoute assez stricte, assez structurée. Mais pour moi, elle était désormais l'organisation du son, plus précisément l'organisation par n'importe quel moyen de n'importe quel son. Cette définition présente l'avantage d'être large, au point d'inclure toute musique qui n'a pas recours à l'harmonie, soit sans doute la majeure partie composée sur cette planète. Alors il ne parle pas directement de musique animale ou de musique non humaine, mais avec ce point de vue, évidemment qu'on peut tout intégrer, et on peut intégrer le serpent à sonnette comme le rossignol. Évidemment, quand on commence à aller sur les oiseaux et une musique, on pense tout de suite à Olivier Messiaen, avec ses catalogues d'oiseaux notamment. Donc il a énormément transcrit directement les chants des oiseaux, et il nous dit, alors là c'est pas à propos des oiseaux, il nous dit, pour moi, la seule musique a toujours existé dans les bruits
de la nature, bruit, c'est pas forcément le bon terme, l'harmonie du vent dans les arbres, le rythme des vagues de la mer, le timbre des gouttes de pluie, des branches cassées, du choc des pierres, donc c'est très minéral, très météorologique, des différents cris d'animaux, voici donc les oiseaux entre autres, sont pour moi la véritable musique. Et puis évidemment Pierre Schaeffer, la musique concrète qui nous ouvre aussi les oreilles, hein, comme John Cage. Tout son est aujourd'hui en permanence susceptible d'entrer dans le domaine de la musique. Alors peut-être une autre personne que vous connaissez moins, dont vous avez moins entendu parler, c'est Murray Schaeffer, qui était parce qu'il est mort il y a 2 ans, universitaire canadien à l'université de Fraser, et qui a écrit ce livre, Le paysage sonore, le monde comme musique, Soundscape, Tuning of the World, qui est un livre qui nous incite à écouter le dehors, déjà, et d'écouter d'une manière globale, générale, ce qu'il appelle les paysages sonores. On pourrait définir ça de manière assez simple, comme tous les sons qui vont avoir lieu à un endroit donné, à un moment donné. Alors, il considère donc le monde sonore comme une immense composition musicale. Tout ça, ça peut être discuté, notamment en termes d'écologie, mais voilà, c'est un positionnement qui est assez fort. Il a vraiment marqué la pensée de l'écoute, j'allais dire, du dehors, par ce concept de paysage sonore. Quand on s'intéresse un peu plus à des penseurs, notamment à des philosophes comme Francis Wolff de l'ENS à Paris, il a écrit ce gros livre, Pourquoi la musique, hein, qui sort vraiment de sa passion pour la musique. Et il nous dit que, tout simplement, la musique est l'art des sons, tout simplement, et que finalement, si on se demande après qu'est-ce que l'art, il nous dit l'art, c'est moins quelque chose qu'on possède, que quelque chose qu'on admire. Et donc finalement, si on admire le chant du rossignol, eh bien, on peut tout simplement le considérer comme de la musique, et il n'y a finalement pas trop à réfléchir plus. Alors, maintenant, on peut considérer tous ces sons comme de la musique, mais est-ce qu'ils sont musicaux au sens un peu traditionnel, classique du terme? Est-ce qu'on va retrouver, comme elle aurait aimé peut-être la tante Phoebe de John Cage, de l'harmonicité, de la structure, du rythme, etc. Là, il y a quelques chercheurs qui se sont interrogés là-dessus. Alors, la première histoire, c'est l'histoire des baleines à bosse. Les baleines à bosse ont été enregistrées pour la première fois dans les années 70, en 1971, si je ne me trompe pas, et ça fait l'objet d'une publication scientifique qui a fait la couverture de Science, qui est le grand journal dominant, j'allais dire, majeur de la science mondiale, et ils ont décrit pour la première fois le chant des baleines avec leur prosodie, leur répétition. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont publié en même temps un disque de ces enregistrements. Pour des scientifiques, franchement, ça se fait pas, quoi. Hein. Le mode de production, c'est la publication scientifique. Et ce disque a eu un succès énorme. C'est en centaines de milliers d'exemplaires vendus. Et donc, évidemment, cette publication s'interroge sur la structure du chant, non pas musicalement, mais comme porteur d'informations, avec une syntaxe, et donc comme potentiellement l'utilisation d'un langage par les baleines. Mais évidemment qu'on peut entendre aussi de la musique, et c'est ce que notamment porte David Rosenberg, qui est un philosophe et musicien clarinettiste nord-américain, et qui dit attendez, moi je pense que ces sons, c'est d'abord de la musique plus qu'un langage animal. Alors évidemment, ça peut être discuté, et donc il joue avec les baleines, comme on en a parlé aussi avant avec Aline Pénito, qui a aussi fait ça avec des baleines, mais à Madagascar. Lui, il joue avec le son des baleines, avec les sons d'autres animaux aussi, des cigales, d'autres animaux, le rossignol, pour revenir au rossignol du point de départ. Et puis, il cherche aussi il s'associe avec des scientifiques pour analyser ces sons, pour trouver des structures. Et puis il a proposé une forme d'annotation liée aux portées en clé de sol et en clé de fa
traditionnelle. Vous allez voir, je vais vous faire voir et écouter ce que ça donne, une espèce de transcription du son des baleines sur les portées. Vous entendez cette répétition, cette syntaxe, qui donc fait partie d'une forme de langage de ces baleines. Alors un autre exemple, un oiseau que je vais vous faire d'abord écouter, et, enfin, sa musicalité semble évidente, c'est le troglodyte musicien qui vit en Amérique du Sud, en forêt tropicale. Voilà, quand vous entendez ce son, tout de suite vous avez l'oreille qui se dresse dans la forêt parce que ça émerge complètement du son ambiant de la forêt et ça attire tout de suite notre oreille. Donc il y a eu une analyse acoustique de ce chant fait par Doolittle et Broom et qui démontre que c'est un chant vraiment consonant, tonal, rythmé avec des motifs répétés et des écarts fréquentiels qui suivent des intervalles de quartes, de quintes ou d'octaves. Et cet oiseau a notamment inspiré le compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos, qui a écrit ce poème symphonique, alors je ne sais pas le dire, pardon, Uirapuru, je ne sais pas du tout, qui est le nom brésilien de cet oiseau, le petit oiseau enchanté. En plus, on a un jeu de mots. Alors, il y a d'autres oiseaux qui ont des chants avec une forme de musicalité, encore en Amérique du Sud. L'ibijo gris, qui est un oiseau très bizarre, nocturne. Vous voyez là, ça c'est le parent, je ne sais pas si c'est le père ou la mère, et le jeune, il ressemble à des écorces, difficiles à voir, mais à écouter, c'est un vrai bonheur. Vous voyez, c'est un chant consonant, tonal, rythmé, avec des motifs répétés qui descend une gamme par ton. En fait. On entend encore un glissando. On va avancer. Donc voilà, là encore une fois, on a quelque chose qui est très musical selon nos standards de la musique. Mais bon, si je prends un autre oiseau encore sud-américain, je ne sais pas pourquoi c'est des sud-américains apparemment plus musicaux que les autres, le troglodyte philomèle. On va écouter ici enregistré au Guatemala. Je ne sais pas si le son va fonctionner. Dans ce cas-là, on a l'impression aussi qu'il y a une forme de musicalité, mais l'analyse acoustique, en fait, démontre qu'il n'y a pas de relation harmonique et qu'il n'y a pas de structuration musicale comme on peut l'entendre selon nos principes de musique. Voilà. Donc il y a ce rythme qui est très régulier, parce que des suites de noirs, et avec des sons très purs. Donc, en effet, il y a quand même c'est assez agréable à écouter, mais il n'y a pas d'utilisation d'intervalles harmoniques. Alors, ça pose une question. Donc, qui a le droit à l'étiquette musicale, pas musicale? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit biais de perception, c'est-à-dire qu'il y a un petit délit de sale gueule quand même, ou de bonne gueule, c'est-à-dire qu'on va aller chercher de la musicalité chez les animaux qu'on aime bien, la baleine, l'oiseau, qui ont bonne presse, mais
tous ces animaux, les souris, les rats, les moustiques, les crapauds, les éléphants de mer, grillons, chauves-souris, produisent des sons, j'aurais dû vous en mettre, qui peuvent aussi être musicaux, si on sait les écouter. Vous connaissez tous le son du moustique, que vous aimez tous, j'imagine. Ouais. Et bien, en fait, si vous arrivez à vous détacher du fait que ça soit un moustique qui va vous piquer, qui va vous empêcher de dormir, c'est un son qui est très harmonique, qui est très structuré, et il faut avoir une écoute de musique concrète. À la Pierre Schaeffer, vous désolidarisez ça du moustique et vous entendrez une certaine musicalité. Vous savez que mâle et femelle, en fait, s'accordent l'un l'autre, si bien que l'harmonique de l'un va se correspondre à la fondamentale de l'autre dans leur mouvement pour se retrouver. Ils se retrouvent avec le son en s'accordant vraiment ensemble. Alors après, on pourrait se dire, on a des animaux musiciens. Ah, je mets des guillemets parce que ça reste une question, ça reste un débat. Est-ce qu'ils ne font pas partie d'un orchestre animal? C'est un peu l'hypothèse de Bernie Krause, qui est à la base un musicien de studio californien qui, à la faveur de l'enregistrement d'un disque, a dû aller enregistrer les oiseaux de la forêt en dehors des studios d'enregistrement de Californie, et ça a complètement changé sa vie. Il a passé sa vie après à enregistrer les sons du vivant. Et il a formulé cette hypothèse de la niche acoustique qui dit qu'en fait, chaque espèce animale, dans un paysage sonore, va occuper un espace particulier acoustique en termes de temps, de fréquence, d'amplitude, et puis aussi dans sa posture dans le milieu. Alors c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici. Vous voyez, ça s'appelle un sonogramme. Vous avez le temps en X, les fréquences en Y, et plus c'est foncé, plus c'est intense. Et là, vous voyez qu'il y a comme des traits. Et chaque trait correspond en fait à une espèce. Donc on a une forme de structuration en fréquence, en tout cas. On va écouter. C'est plutôt à l'oreille, ça ne sent pas trop structuré. C'est pas grave avec de la... Voilà, bon, on a la trompette dessus, c'est pas grave. Et donc là, ça semble fonctionner. Mais par exemple, là, dans un enregistrement de chœur d'oiseaux en France, c'est pas trop structuré. On a l'impression que tout le monde chante en même temps. Donc ça réfute un peu cette hypothèse. Voilà, donc ce terme de orchestre animal est à mettre entre guillemets et à débattre. Toujours est-il que Bernie Krause, donc ici à gauche, avec Richard Blackford, qui est un compositeur anglais, ont composé cette œuvre, The Great Animal Orchestra, qui est un mélange entre de la composition pour grand orchestre, pour instruments pour grand orchestre, et des enregistrements qu'a fait Bernie Krause. On va écouter deux exemples. On va repartir avec le troglodyte musicien, vous vous souvenez, et auquel va répondre la flûte traversière. Et l'ibijogris, vous vous souvenez de cet oiseau tout bizarre, et là c'est le trombone.
Voilà, donc mélange des genres. Mais en fait, on a en effet des sons qui sont un peu musicaux, mais je reviens sur cette question. Est-ce que ce sont des animaux musiciens, est-ce qu'ils font partie d'un orchestre? Moi, ma réponse en tant que biologiste, non. Ce sont des animaux qui produisent des sons, ils n'ont pas de sens de la musicalité. Quand on retrouve de la musicalité, c'est probablement un effet du hasard. C'est plutôt rare, en fait, de retrouver de la structure qui correspond, encore une fois, à notre musique ouest-occidentale, en plus. Il n'y a pas de création, de production gratuite dans le monde animal. Il n'y a pas d'intentionnalité artistique, même s'ils veulent faire du beau pour séduire. Il n'y a pas de partition écrite, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas d'orchestration et surtout, il n'y a pas de chef d'orchestre. Donc il faut faire aussi attention avec cette idée d'orchestre animal, parce que dans un orchestre, il y a un chef. Et alors ça m'a pas fait penser, en fait, c'est en regardant ce film Youth de, je sais plus comment c'est en français, de Paolo Sorrentino, il y a une séquence assez qui correspond vraiment à ça. L'histoire de ce film, c'est l'histoire d'un chef d'orchestre, pas retraité, mais qui se met en retraite dans un centre de soins helvétique. Et bon, il lui arrive plein de choses, mais voilà, il y a cette scène dehors dans la campagne bucolique suisse. Vous voyez qu'on passe en fait d'une phase déstructurée, non structurée, non contrôlée, et que là, l'humain a besoin de se mettre en tant que chef et de diriger cette musique pour la restructurer. Ce qui questionne, savoir est-ce que la musique, elle ne se suffit pas elle-même juste sans avoir à restructurer. Et la question après, c'est à l'inverse. Qu'est-ce que pensent les non-humains de notre musique? Alors, on ne sait pas trop, mais il y a quand même des recherches dessus. Il y a des choses assez étonnantes. Je ne sais pas si vous connaissez Plume, on en a un petit peu parlé. Attendez. C'est donc un youtubeur musicien, plutôt un musicien youtubeur, on va dire, qui joue de la musique douce, des chansons de folk avec juste accompagné de sa guitare, aux animaux. Et dans la majorité des cas, en tout cas de ce qu'il présente, il y a une réaction très forte. Vous allez voir là avec des otaries, des lions de mer. Sea Lions, j'ai des otaries. Not trying to say that everybody wants to go fall in love at the seaside. Under my charm with diamonds slide around. Well, I'm just trying to love you any kind of way. Alors voilà. Il y a une réaction, nous quand on fait une expérience comme ça, c'est une expérience dite de playback, on va diffuser des sons animaux, s'ils arrivent comme ça, ils accourent, on dit qu'il y a une réponse positive, que l'animal a réagi, etc. C'est tout à fait possible, il peut y avoir d'autres facteurs, ça peut être juste de la curiosité. Il y a des collègues de l'université de Nanterre qui travaillent avec Plume pour essayer de voir ces interactions homme-animal. Donc voilà, il y a une réaction, elle est quasiment certaine. Maintenant, donc il y a eu des expériences qui ont été conduites pour savoir comment réagissaient les animaux non humains à de la musique,
contre du silence versus du silence, de la musique versus du bruit, la musique d'un genre 1, d'un genre, je sais pas, du jazz par rapport à de la musique classique, de la musique intense par rapport à de la musique douce, etc., etc. Donc il y a pas mal de musique. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un peu toujours la même musique qui est testée. C'est Mozart, je ne sais plus, c'est un concerto pour piano, je crois. Non, sonate pour 2 pianos. C'est toujours la même. Alors c'est ça, c'est un peu toujours bon, voilà. Et en fait, il y a quand même, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un autre article qui critique ça, qui dit la méthodologie de ces expériences n'est pas toujours terrible. On parle de contrôle en science, les contrôles sont pas toujours terribles, les covariants sont pas toujours terribles, le choix de la musique, etc. Il y a des effets intra et interspécifiques qui sont inconsistants. Donc en fait, il faut faire un petit peu attention à ces recherches parce qu'elles montrent plutôt que oui, ils aiment notre musique comme la musique de Plume. En fait, les effets sur les animaux dépendent surtout de la correspondance entre les propriétés musicales et ce qui les intéresse eux dans leur biologie. Il suffit en fait de jouer peut-être des notes, enfin des fréquences qui vont intéresser cette otarie pour qu'elle réagisse. En tout cas, ça demande encore un peu de recherche avec probablement un peu un biais quand même humain en disant bon bah nous on aime Mozart, ils vont aimer Mozart, c'est pas possible autrement. Donc en fait, les espèces animales préfèrent certainement leur propre musique, leur propre son. Et puis il y a une autre musique aussi que nous évidemment on aime, mais qui peut potentiellement déranger. C'est toute la question des festivals, de jouer de la musique dehors. Nous on adore ça l'été. Voilà, on est dans des lieux extraordinaires. Là, j'ai mis une photo de la Roque d'Enterron. J'ai un souvenir extraordinaire de la Roque d'Enterron. Willow Green, j'y suis pas allé, mais je comprends qu'on aime ces manifestations, mais on arrive quand même dans des lieux qui sont occupés par d'autres espèces et avec les sons que l'on diffuse très fortement, on peut potentiellement les gêner. Il y a une réglementation qui impose de ne pas dépasser 102 décibels pondérés A sur 15 minutes ou 118 décibels pondérés C sur 15 minutes. C'est énorme, c'est très 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 élevé. Pour les humains, c'est très élevé. Les organisateurs de festivals essayent de dépasser cette réglementation, de faire casser cette réglementation pour aller encore plus haut. Et c'est attention, d'abord pour les humains c'est mauvais, et puis pour les autres potentiellement également. Donc on a écrit cette tribune dans l'IB, faisons attention quand même où on va, ne pas écraser les autres, même si c'est de la musique, même si ça nous plaît. Pourquoi je ne suis plus en toc ? Alors maintenant, je vais essayer de passer à la partie vraiment scientifique de ce que l'on fait, nous, au laboratoire. Donc, on utilise ces sons pour traiter des questions d'écologie scientifique, donc en le faisant par les oreilles. Vous allez voir que c'est pas souvent nos oreilles, mais pour essayer d'estimer quel était l'état de la biodiversité dans un endroit donné, à un temps donné. Est-ce que cette biodiversité change avec le temps et l'espace ? Quelles sont les pressions anthropiques mettant en danger la biodiversité ? Peut-être un festival avec une sonorisation trop forte. Comment la biodiversité peut-elle recoloniser des lieux perturbés ? Quelle perception aussi nous avons de cette biodiversité ? Comment on peut l'entendre, l'écouter, l'apprécier, à la fois physiologiquement et émotionnellement ? Alors, comment on fait ça ? Le workflow un petit peu linéaire, hein, c'est qu'on va s'intéresser à des endroits du dehors. Donc nous, on travaille essentiellement sur les forêts, d'où émanent des sons que l'on va enregistrer, que l'on va analyser, notamment avec de l'intelligence artificielle maintenant, pour décomposer ces environnements sonores, ces paysages sonores, pour savoir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a des sons du monde vivant ? Est-ce qu'il y a des sons de la météo ou des écoulements d'eau, ou est-ce qu'il y a des sons produits par les humains ? Et puis, alors le problème, c'est que cette chaîne de travail, vous voyez qu'il n'y a pas trop d'humains là-dedans, et c'est un peu un problème. C'était l'idée de départ, de tout automatiser, l'enregistrement et l'analyse. Mais on essaye de remettre de l'écoute humaine, en n'oubliant pas d'aller sur le terrain pour écouter, en réécoutant ce que l'on a enregistré, et en contrôlant ce que fait l'intelligence artificielle. Et j'aurais dû rajouter une oreille avec la connexion avec les arts, parce que c'est avec les artistes que l'on réécoute aussi ce que l'on enregistre et ce que l'on analyse. Alors comment on enregistre ? On enregistre avec des magnétophones automatiques. J'en ai dans mon sac parce que vendredi je vais en installer et donc je les ramène à la maison là. C'est des petits appareils
qui enregistre automatiquement. Voilà, il y en a un. Vous pouvez faire le passer si vous voulez. Vous faites attention parce qu'il est programmé tout ça pour vendredi. Et donc voilà, il y a un micro, il y a une carte SD dedans, des piles, et on les programme avec nos téléphones et on leur dit d'enregistrer quand on veut, le jour, la nuit, tout le temps, 1 minute tous les quarts d'heure, etc. On va décider de ça en fonction de la question écologique que l'on se pose. Donc là, vous avez 3 modèles différents dans 3 endroits différents. Et après, on enregistre, comme c'est automatisé, qu'on n'est pas là, on enregistre énormément. C'est-à-dire que là, le projet que j'ai prévu, c'est 50 000 fichiers d'1 minute par an, mais on arrive, je parlerai d'un programme national, à des millions de minutes par an. Donc évidemment, on ne peut pas les écouter, les analyser à la main. Donc on utilise des outils d'intelligence artificielle. Attention, c'est de l'intelligence artificielle prédictive, pas générative, on ne génère rien. C'est de l'intelligence qui nous permet d'analyser les sons. Je ne rentre pas dans les détails, on pourra en discuter peut-être après, mais sachez que, et on le verra demain matin pour ceux qui viendront écouter les oiseaux avec nous ici, qu'on peut le faire sur son téléphone. Il y a 2 applis qui permettent de le faire pour reconnaître les oiseaux pour l'instant. Les oiseaux et essentiellement les oiseaux tempérés. Alors, maintenant, je vais vous parler d'exemples de recherches que l'on fait. On a travaillé sur une forêt, on travaille toujours sur une forêt froide, qui est ici au centre-est de la France, à la frontière avec la Suisse, la forêt du Rizou, qui est une forêt assez petite, elle fait 3300 hectares, on la voit un petit peu mieux ici, qui est une forêt particulière parce que c'est une forêt dite boréale, mais à moyenne latitude et moyenne altitude. C'est un endroit très froid, il y a un couloir de vent froid qui rend cette forêt très particulière avec une température annuelle moyenne de 4 degrés. Et le parc naturel régional du Haut-Jura nous a contactés parce que il y a déjà 7 ans, il faisait l'hypothèse que cette forêt allait beaucoup changer en raison du changement climatique. Vous savez, les milieux froids sont plus affectés en fait par l'augmentation de température, et c'est le cas de cette forêt. Alors c'est une forêt qui est protégée au sol, on est dans une zone naturelle protégée parce qu'il y a différents outils de protection, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une forêt remarquable, notamment parce qu'il y a une faune remarquable. Vous avez le grand tétras, je ne sais pas si vous êtes allé voir le champ des forêts de Vincent Munier. Moi, je ne l'ai pas encore vu, j'y vais ce week-end. Mais il y a beaucoup question du grand tétras, qui est un oiseau très menacé, qui occupe cette forêt. Je vais vous faire écouter un son qui est un son assez guttural, et il ne ressemble pas du tout à un son d'oiseau traditionnel comme le rossignol. Ah. Oh, misère. Ce sont les mouvements à l'air de décollage de l'oiseau qu'on entend. Je ne vais pas vous les faire tous écouter, mais on a la gélinote des bois, le pic tridactyle, la chouette boréale, je vais en reparler. Le cerf, ça c'est assez commun, c'est très commun même. Le loup, c'est beaucoup moins commun. Le lynx, là c'est une photo de Vincent Munier justement. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 2 lynx. Moi je ne l'ai pas vu. Il y en a 2. Et je vais vous faire écouter un enregistrement de Boris Jolivet, qui est un audio-naturaliste, qui a enregistré dans le Jura ce lynx. C'est étonnant. Voilà. Alors, les premières choses qu'on a faites, c'est essayer de décrire, pas d'aller chercher systématiquement ces espèces, mais de décrire le paysage sonore dans sa globalité.
Donc on est dans une forêt d'un point de vue végétal qui est pas très très riche en fait. L'arbre dominant c'est l'épicéa commun. Il y a quelques hêtres et d'un point de vue buissonnant des sorbiers. Et puis au ras du sol beaucoup de myrtilles dont se nourrissent les grands tétras. Et donc ce que je vais vous faire écouter, c'est un enregistrement qui résume une journée complète, le 21 juin 2019, ça commence à dater. Et on va commencer à minuit et on va écouter 2 secondes à minuit, puis on va sauter à 2 heures du matin, on va écouter 2 secondes, puis 4 heures, puis 6 heures, etc. Je vous demande écoutez, puis vous me dites après ce que vous avez entendu. Hors la trompette. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu comme type de son? Rien? Ouais. Ouais, la pluie, tout à fait. Ouais. Oui, des oiseaux. Ouais, rien, on va dire. Ouais. Là, dans la nuit, il se passe quasiment rien. Ouais, tout à fait. D'autres trucs? Des avions. Il y en avait un autre qui est plus difficile. Ouais. Du vent. Ouais, tout à fait. À un moment, il y a un petit son léger, mais c'est des insectes qui volent. Voilà. Il y a aussi des insectes. Et donc, cette forêt, les paysages sonores de cette forêt sont potentiellement menacés par, d'abord, les usages humains de cette forêt. C'est normal, c'est un lieu ouvert, on peut aller dans ce lieu, il n'y a pas à fermer ce lieu, mais bon, dans ce lieu, on fait du ski, on court, on fait de la randonnée, on va aux champignons, on chasse, on court, on fait du vélo. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a de l'exploitation forestière, c'est pas complètement protégé. Les propriétaires privés et publics coupent les arbres, notamment pour la lutherie, voilà, qui est question. Et la forêt souffre énormément du changement climatique. Elle est en train de s'assécher et ça favorise en fait un insecte xylophage qui mange le bois, le baustrich typographe. Et vous voyez les arbres là qui sont complètement secs et on est en train de voir vraiment la forêt s'assécher. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour suivre acoustiquement cette forêt? On a placé 4 magnétophones, ce sont les points jaunes, qui couvrent de manière régulière la forêt, la partie centrale est en vert. À chaque point, on a un magnétophone, des capteurs météo, une batterie enfouie sous le sol qui alimente tout ça. Et donc, on a fait une première analyse, ça commence à dater, c'était Eli Greenfeder qui a fait ça, qui est allé chercher automatiquement, avec une toute petite intelligence artificielle, très légère, à savoir si dans les enregistrements, il y avait un avion qui passait, est-ce qu'il y avait du vent, on en a parlé, de la pluie, on en a parlé, des oiseaux, en fait, de la biophonie, ou rien, on a dit aussi qu'il y avait du silence. Donc sur une année complète, il y avait 2285 heures d'enregistrement. Alors, à votre avis, quel est le son dominant dans cette forêt? Quel est le son qu'on entend le plus, finalement, dans cette forêt protégée, remarquable écologiquement, biologiquement? Alors, les avions, le vent, après, si on les fait tous, les oiseaux. Pardon? Le silence. Bon, mais il ne nous en reste plus qu'un, la pluie. Bon, le son dominant, c'est l'avion. C'est le son dominant, et de loin. C'est dans 75% de nos fichiers, on détecte au moins un avion. Il peut être haut, il peut être en altitude, comme il peut être très proche. Après, ce sont les oiseaux. Après le vent, la pluie et le silence en dernier. Donc c'était un peu un résultat majeur, un peu frappant, on s'en rendait compte sur le terrain, mais il y a des avions tout le temps. Si on regarde un peu plus en détail, les avions en fonction du mois d'enregistrement, du mois d'août au mois de juillet, parce que l'expérience a commencé au mois d'août, on a des avions à peu près tout le temps. C'est le pourcentage par mois, pourcentage de fichiers détectés avec des avions détectés, pardon.
Quand on regarde la biophonie, donc c'est-à-dire essentiellement le chant des oiseaux, eh bien on a un profil attendu, c'est-à-dire que ça diminue en plein hiver et puis ça remonte au printemps-été. Et le silence, il y en a peu tout le temps, j'allais dire. Et si on regarde en fonction de l'heure, ce qui est peut-être plus intéressant d'enregistrement, on s'aperçoit que les avions, même à 3-4 heures du matin, il y en a moins, hein, c'est là qu'il y a le minimum, mais il y en a encore dans un quart quasiment des fichiers. Et puis après, ça monte, évidemment, avec le lever du jour, et ça, on atteint quasiment 95% en plein milieu de la journée. La biophonie suit à peu près le même profil, hein. Les oiseaux sont diurnes comme nous, ils se lèvent quand on prend l'avion, et puis après, ça rediminue. Et le silence, en fait, c'est le pattern opposé, c'est-à-dire qu'on a du silence quand il n'y a plus d'avion et qu'il n'y a plus d'oiseaux. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a pu décrire de manière assez globale ce paysage sonore, et qu'est-ce qu'il nous révèle? Il nous dit que finalement, on est dans un paysage visuel, tactile, j'allais dire, qui est très beau, qui est très riche en termes de biodiversité, mais on est dans un paysage sonore qui est plutôt laid. Alors, sauf si on aime les bruits des avions, ce qui est possible. Eliane Radry, que j'ai écouté ce matin, aimait les bruits des avions. Moi, j'aime les bruits des hélicoptères. Voilà. Mais il y a quand même une forme de pollution. On sait que le bruit des avions nous affecte notre santé et affecte le comportement, l'écologie et la santé des autres êtres vivants, notamment des oiseaux, et qui sont exactement en même temps que les oiseaux. Alors on essaie d'être un petit peu plus précis, puis je vais accélérer. On essaie de suivre espèce par espèce avec ces IA, ces intelligences artificielles dont je vous ai montré qu'on pourra utiliser demain sur les smartphones, pour savoir l'évolution des populations de oiseaux au cours des années. Donc ça, c'est Lorenzo Dubois qui a commencé à faire ça. Pour l'instant, au cours des 6 ans, il ne voit pas de modification. On s'est aussi intéressé au son qu'il y a dans les clairières, dans les trous en fait de cette forêt, où il y a là, c'est le son dominant, ce sont les insectes. Nathan Linné a développé un outil pour compter en fait ces stridulations, ces sons d'insectes. Et on s'aperçoit que pour 10 clairières en fait enregistrées, on peut suivre le profil d'activité des sons de ces insectes. Je n'ai pas de son, c'est dommage, au cours de la journée et au cours des jours, des saisons. Donc on peut comme ça donner un diagnostic acoustique de ces prairies et éventuellement les suivre au cours des années, voir si elles changent dans leur structure et dans leur temporalité. On s'est aussi intéressé plus précisément donc à des espèces en particulier, notamment ici la chouette de Tegmalm ou la chouette boréale, qui est un oiseau relativement rare, qui est spécifique des forêts froides. Et donc les gestionnaires, les gens du parc, nos collègues du parc, veulent savoir si les chouettes sont là, quand est-ce qu'elles sont là, est-ce qu'elles reviennent, est-ce qu'elles repartent. Donc on va l'écouter déjà. Vous verrez qu'il y a une certaine musicalité. La musicalité de cette chouette n'a pas été analysée, mais... Voilà, donc Félix Michaud, au cours de sa thèse, a fait une intelligence artificielle pour détecter automatiquement ce chant des chouettes boréales. Et là, vous avez les détections selon les années en colonne, et les lignes, ce sont les 4 enregistreurs. Et là, ce sont les mois de l'année, et là, ce sont les heures. Et vous voyez, quand ça s'allume, c'est qu'il y a des chouettes. Donc on a des chouettes plutôt de février à juin, en début de nuit jusqu'au lever du soleil. Et vous voyez par exemple qu'en 2022, il n'y avait pas de chouettes. Et en fait, on s'aperçoit qu'en 2024, il n'y en avait pas aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis tous les résultats. Mais en fait, on a des cycles comme ça. Donc ça permet de suivre ces cycles. Et ces cycles, en fait, sont connus, ils ne sont pas trop quantifiés, mais sont quand même connus d'observation naturaliste. Ils sont liés à la chaîne trophique. C'est-à-dire que les épicéas fructifient plus ou moins, ils produisent des cônes plus ou moins selon les années. Ces cônes nourrissent des micro-mammifères qui nourrissent les chouettes. Donc on peut suivre comme ça aussi les cycles trophiques juste en les écoutant. On s'est intéressé aussi aux insectes pollinisateurs. On a essayé de les suivre par le son, par les vrombrissements qu'ils font en volant. On peut savoir donc quand est-ce qu'ils sont là.
Et là, vous voyez la présence de ces insectes pollinisateurs en fonction de la température. On voit qu'ils sont essentiellement présents quand il fait 20 degrés. Les insectes ont besoin qu'il fasse un peu chaud pour pouvoir voler. Or, dans cette forêt, la température qui est en gris est plus froide que ça. Elle est plutôt autour, je disais 4 degrés annuellement. Bon, c'est un petit peu plus que ça cette année-là. Vous voyez que c'est décalé. Et que s'il y a un réchauffement climatique, en fait, ce qui est en gris va se décaler et va mieux matcher avec ce qui est en bleu. Donc c'est un peu un résultat contre-intuitif. Dans ce cas-là, le changement de température pourrait favoriser le vol de ces insectes et pourrait favoriser la pollinisation. En tout cas, ça risque de changer peut-être les équilibres aussi écologiques. On s'est aussi intéressé à savoir comment nous, on peut percevoir ces paysages sonores qu'on a dans le Rizou. C'est Elie Greenfeder qui a fait ça encore à l'École normale supérieure, PSL, avec Christian Lorenzi à Paris. Et on a reconstitué des paysages sonores du Jura pour pouvoir les contrôler le nombre d'oiseaux qu'il y avait dedans. On les a fait écouter à des personnes, on leur a juste demandé, c'est une tâche très simple, combien entendez-vous d'oiseaux? Alors ça peut être des oiseaux, il me manque des trucs. Soit c'est des individus différents de la même espèce, par exemple 1, 2, 3, 4 merles, ou ce sont des individus d'espèces différentes. Un merle, un rouge-gorge, un merle, un rouge-gorge, un troglodyte, etc. Et on s'aperçoit que là, vous avez la vérité, en fait, on sait ce qu'il y a dans l'enregistrement, et ce qu'ont dit les personnes qui on a demandé. On s'aperçoit que quand il n'y a qu'un oiseau, on surestime presque un peu en moyenne. Quand il y en a 2, on est plutôt bon. Et puis dès 3 ou 4, dans les 2 cas, on commence à sous-estimer. C'est-à-dire qu'on est plus bon. Et c'est quelque chose qu'on connaît dans l'estimation du nombre de locuteurs dans une pièce. S'il n'y a qu'une personne qui parle, ça va. 2, ça va, j'arriverai à vous compter. 3, ça va commencer à être dur. 4, 5, ça y est, on va être perdu. On va plus savoir discriminer les sources et compter. C'est des premières expériences qui nous permettent d'essayer de voir à quel point on arrive à écouter ces sons. En fait, le graphe de droite, je me suis trompé, pardon, c'est la même expérience, mais avec des sons d'avion à faible amplitude. Et là, on s'aperçoit que les avions, comme ils sont graves, ils ne perturbent pas trop pour cette tâche de dénombrement des oiseaux. Alors, pour revenir à la musique, et pour en finir, parce que j'ai fait le tour, Adèle de Baudouin a fait une thèse au laboratoire entre écoacoustique et électroacoustique. Elle a notamment cherché, vous savez qu'en électroacoustique, il n'y a pas de partition, et nous, dans nos paysages sonores naturels, il n'y a pas de partition non plus. Et donc, on essaye de visualiser ces paysages sonores, qu'ils soient créés ou naturels. Et elle a créé ces représentations circulaires qui vont lier entre eux des sons qui sont similaires et colorés également. Et là, vous avez tous les enregistrements d'un an dans le Rizou à 6h du matin et automatiquement, ça identifie les enregistrements de avril à juillet qui correspondent au cœur des oiseaux le matin. Et elle l'a appliqué également à des compositions électroacoustiques, ici presque rien par Luc Ferrari. Donc il n'y a pas de partition, mais il y a quand même une explication par Luc Ferrari de la structuration de sa composition. Et elle retrouve les structures de Luc Ferrari par ce diagramme circulaire. Alors Adèle a aussi, c'était une thèse de recherche-création, elle a donc créé des pièces acoustiques et électroacoustiques à partir des enregistrements que l'on a fait scientifiquement, de manière automatisée, sans aucune réflexion artistique. Et puis elle est allée enregistrer aussi directement dans la forêt du Rizou et autour des sons, et elle a fait des compositions. Je vais vous faire écouter une composition faite à partir de sons qu'elle a enregistrés sous l'eau, autour de l'eau. Ça tourne autour des milieux aquatiques. Donc elle s'est permise de changer les fréquences, d'accélérer, de ralentir. Mais vous allez entendre notamment des petits sons très aigus. Ce sont des sons de bulles qui s'échappent des plantes. Des sons un peu plus grésillants, ce sont des insectes. Alors on va juste écouter ça. Et puis après, je conclurai. Il faut que ça parte.
Voilà, je vais m'arrêter là parce que voilà, il est temps. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup Jérôme pour cette super présentation. Donc je vais introduire les deux doctorantes qui viennent donc modérer la seconde partie de la rencontre. Donc Benoît Renaudin, qui est doctorant en deuxième année à l'ENSAD Lab, donc à l'école des Arts Déco, et en partenariat avec l'AED en Suisse. Je ne sais pas dans quelle ville c'est, je suis à Genève, voilà. Et Benoît travaille, donc c'est une thèse de recherche-création, parce que dans les thèses sacres, c'est toujours de la recherche-création. Et Benoît travaille sur l'idée de donner une voix à la rivière Le Boiron, qui se trouve assez près de chez lui, je crois, et qui se jette dans le lac Clément. C'est ça. Magnifique. À cette heure, j'ai un peu du mal. Et on a aussi avec nous Tylène Clapper, qui fait une thèse de doctorat sacre aux Beaux-Arts de Paris, aussi en deuxième année, et qui travaille sur la pratique de la complainte bretonne, c'est ça, qu'on appelle la gwerziu. Gwerziu, voilà. Au pluriel, d'accord. Et l'idée d'étudier ou d'identifier les savoirs écologiques qui se trouvent dans cette pratique, qui est une pratique traditionnelle assez ancienne. Voilà. Ben, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Si je peux commencer, il y a un sujet que j'aimerais bien aborder, qu'on n'a pas abordé là, peut-être que vous aurez des choses à en dire. C'est la dimension, je dirais, spectrale ou fantomale du son, c'est-à-dire la capacité du son, je vais exemplifier, mais à faire revenir le passé, ou en tout cas à remuer les frontières temporelles communément établies entre passé, présent et futur. Et je voudrais, pour ça, juste vous lire un petit extrait de Sinister Resonance, qui est un ouvrage de David Toup. David Toup, que vous connaissez sans doute, c'est un chercheur anglais qui, en Sound Studies et compositeur, qui est donc professeur émérite au London College of Communication. C'est en anglais. C'est court. Sound is absence, out of sight, out of reach. What made the sound? Who is there? Sound is void, fear and wonder, listening as if to the dead, like a medium who deals only with what is lost. The ear attunes itself to distant signals, eavesdropping on ghosts and their chatter. Unable to write a solid history, the listener accedes to the slippage of time. Et donc, the slippage of time, c'est ce glissement du temps. Ce slippage, c'est même presque un dérapage, donc le dérapage du temps. Et c'est là où, en parlant de fantômes et en parlant de remuer ses frontières, je trouve que c'était assez bien exemplifié par ce qu'il écrit là. Et si je peux prendre un exemple concret, je dirais l'expérience de l'orage. La manifestation visuelle de l'orage qui va être l'éclair, elle va se passer au présent, en amont de la manifestation sonore de l'orage, qui sera le bruit du tonnerre. Et donc là, en fait, il y a une dissociation qui se passe entre mon expérience visuelle et mon expérience sonore. Et quelque part, mon expérience sonore, elle me fait entendre l'événement, elle me fait entendre au présent un événement passé.
Et donc, dans ce sens-là, dans le sens où, en fait, finalement, le son, le plus de distance il parcourt, le plus il provient de loin aussi dans le temps, bah, si on étend cette logique, je peux entendre un son qui provient de longtemps dans le temps. Et donc, avec cette réflexion, c'est vrai qu'il y a ça dans le son, c'est que ça remue ses frontières. Et donc, voilà, je me demandais si vous avez des choses à en dire. J'ai pas vraiment réfléchi à cette question très précisément. En tout cas, le temps, nous, est presque la dimension principale, vraiment dans nos études scientifiques. C'est-à-dire que l'écoacoustique permet notamment de travailler sur un temps long, ce qui n'est pas forcément facile. Donc, on va observer sur un temps long, et après, on peut changer d'échelle. C'est ça qui est assez puissant. C'est-à-dire que on peut travailler sur des années, mais après, on peut se concentrer sur une minute, sur des secondes, sur des microsecondes. Et donc, on n'arrête pas de voyager temporellement grâce au son. Parce que c'est vrai que avec le son, on a cette dynamique temporelle que l'on n'a pas... Enfin, avec l'image, évidemment, on peut l'avoir avec la vidéo, mais quand même, se déplacer dans le son temporellement est plus facile, il me semble, que dans l'image. On peut zoomer très facilement, on peut couper, etc. C'est assez facile de jouer avec le son. Après, sur le côté fantomatique, moi, ça m'évoque le fait... Alors, il y a un podcast de Jeanne-Marie Desnos qui s'appelle « Le chant de l'extinction », sur un peu la disparition des sons possibles et avérés, et qui conduit à une forme de silence, d'ensilencement, donc de disparition, d'extinction. Et c'est quelque chose que l'on peut éventuellement documenter. C'est-à-dire, si je reviens sur l'exemple du Grand Tétras dans le Jura, ce que nous ont dit nos collègues du parc, c'est vous allez enregistrer l'extinction du Grand Tétras dans le parc. Et donc, ce chant, qui est un chant quand même très particulier, probablement qu'on on va enregistrer sa disparition, qu'il n'y aura plus que du silence après. On nous a coupé une parcelle de chant là où se reproduisent les Grands Tétras. On va voir, là c'était l'été dernier, et je pense que ce printemps, à la place du Grand Tétras, on n'aura rien, on aura autre chose. Donc le chant deviendra fantomatique par sa disparition, malheureusement par son extinction. La notion de silence, elle revient beaucoup dans votre travail, et elle prend plein de dimensions différentes. Est-ce que ce serait possible de revenir sur un peu plus précisément sur ce que vous entendez par silence naturel, parce vous faites la distinction entre les deux, et avec des exemples, si vous en avez même à nous faire. Donc en effet, j'ai fait cet exercice. On travaille sur le son, on est tout le temps sur le son, on les analyse, on les écoute, etc. Et à la faveur d'une rencontre avec un danseur qui dansait en silence, je me suis interrogé sur mais c'est quoi le silence finalement? Qu'est-ce qu'il y a entre mes sons, quoi? Est-ce que ce n'est rien? Nous, dans l'analyse, ce n'est rien. C'est-à-dire presque rien. On les déconsidère beaucoup. Et donc ça m'a permis de conduire toute une réflexion sur le silence. Évidemment, la première définition du silence, c'est l'absence, justement. C'est peut-être le fantôme, c'est peut-être un fantôme, fantôme sonore. C'est l'absence de son, de vibration. Mais cette absence, finalement, elle ne se rend compte que dans des conditions artificielles, quand on va se retrouver dans des studios, comme vous avez probablement ici d'enregistrement, dans des chambres d'isolement acoustique. Mais dehors, le silence quasiment n'existe pas. Et donc, en effet, j'arrive à plusieurs types de silence, et notamment silence naturel, parce qu'il devrait aller de soi, et qui est lié à la nature, avec toutes les guillemets que vous pouvez mettre autour, qui est un silence finalement qui est habité, qui n'est pas vide, qui est habité par des chants d'oiseaux, des couassements de grenouilles, etc., mais où la présence humaine n'est pas forcément absente, mais elle n'est pas dominante, en tout cas, elle n'est pas écrasante. Et on se retrouve dans des paysages sonores où on est plus en contact avec le vivant, on a une expérience dite de nature qui est plus forte. Mais il peut y avoir plein d'autres types de silence, le silence amoureux dans tous les échanges sonores et silencieux
entre les mâles et femelles quand ils se rencontrent au moment de la reproduction. Le silence a un rôle très important parce qu'il va structurer évidemment les signaux sonores, comme il structure la musique. Si vous enlevez les silences, évidemment, votre musique est déstructurée. Le silence a autant d'importance qu'une note. Et là, le silence a autant d'importance qu'une syllabe, qu'une stridulation d'un insecte. Si vous enlevez les silences, par exemple, c'est Thierry Aubin qui a démontré ça pour l'alouette des champs, qui a un son extrêmement compliqué. Et en fait, ce qui est important dans le son, dans le chant de l'alouette, c'est le rythme, qui est très régulier. Si vous enlevez les silences, l'alouette ne comprend plus que c'est un chant d'alouette. Voilà. Et puis il y a des chants, des silences de peur, de prédation, des silences entre les parents et les jeunes. En fait, le silence est là, et c'était un petit peu l'idée, c'était d'inverser la réflexion, de faire comme une photo en négatif, et de renverser un petit peu l'écoute et de s'intéresser à ce qu'on pense être divin, mais qui n'en est pas. Et je me pose juste une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Plutôt, vous avez distinguer peut-être une écoute humaine d'une écoute animale et aussi une capacité à produire un son avec une sensibilité artistique humaine et qui ne serait pas le cas chez les animaux. Et vous avez dit en particulier que l'otarie, elle s'intéresse au son qui a été produit par les musiciens dans sa biologie. Et du coup, je me dis, mais est-ce que nous, c'est pas aussi dans notre biologie, en fait, finalement qu'est-ce qui distinguerait Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'ai pas vraiment travaillé, mais qui a été un petit peu questionné, notamment déjà par Charles Darwin, qui s'est interrogé sur ça, sur la nature, l'origine évolutive en fait de notre attirance pour la musique, l'origine de la musique. Donc il y a d'autres collègues qui ont travaillé là-dessus. C'est pas forcément facile. Je saurais pas trop bien vous répondre sur les origines biologiques de notre appétence pour la musique. Mais une des hypothèses, en tout cas sur l'origine de la musique, c'est que ce serait une imitation des sons du vivant. Que les rythmes viendraient des rythmes... C'est une hypothèse, évidemment, parce qu'elle est quasiment impossible à vérifier, des rythmes de ce que l'on peut entendre dehors, que cette musique aurait commencé par les vocalisations, sans instrument aussi, donc une origine plus biologique, corporelle. Je sais plus. Alors sur l'écoute, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que notamment Schaeffer, donc avec le concept de paysage sonore, c'est un concept très anthropocentré. C'est-à-dire qu'il pense humain. C'est qu'est-ce que nous on écoute, qu'est-ce que l'on considère nous comme de bonne qualité, de mauvaise qualité, qu'est-ce qui nous fait plaisir, la texture des sons, etc. Mais évidemment que les animaux non humains n'ont pas la même écoute d'abord physiologique que nous, ils n'entendent pas la même chose que nous parce qu'ils ont d'autres filtres fréquentiels et temporels et qui n'en font pas la même chose. Donc on a une perception du monde qui est complètement différente, à la fois pour les informations qu'on veut tirer, qui peuvent être utiles à notre survie, à la nôtre et à celle des autres, et puis pour aussi potentiellement notre plaisir. Donc ça c'est quelque chose qui est difficile à faire. Dire que vous n'entendez pas comme j'entends, et surtout, une chauve-souris, un insecte, un oiseau n'entend pas comme nous. Et il y a des sons qui peuvent nous paraître agréables, comme Mozart. Bah, peut-être que non. Voilà, les gens veulent faire écouter Mozart à leurs cochons dans leur hangar. Franchement, pourquoi ? Pourquoi Mozart et pourquoi pas Daft Punk ? Enfin, je sais pas. Et pourquoi pas juste pas de musique ? Donc, c'est des questions... qui sont très très liés à notre anthropocentrisme sur lequel on a vraiment quand même beaucoup de mal à lutter contre, quoi. On pense tout en tant qu'être humain, il me semble. Si tu me permets, du coup, je voudrais faire... ça me fait penser que un extrait que je voudrais vous faire écouter. C'est bon ?
Je vais commencer par simplement vous demander quel son vous pensez que c'est. Qui essaie d'imiter quoi? Bah oui, exactement. Alors c'est une pièce de Myriam van Imschoot, qui est une sound artiste belge qui travaille là-dessus depuis plusieurs décennies maintenant. Et cette pièce s'appelle What Nature Says. Et en fait, tout le travail, c'est même sur un plan, du coup là j'ai pas d'image, mais sur un plan dramaturgique, en fait, ils sont au plateau avec des micros, et donc il y a quelque chose de juste assez clairement documentaire. Ils produisent les sons. Il n'y a pas de mise en scène plus complexe. Mais du coup, son positionnement à cet artiste, c'est aussi de ce mimétisme un peu de paysage sonore, comme un peu aussi quelque part un geste réparateur. De pouvoir se remettre en lien avec, de pouvoir revivre des espaces auxquels on n'a pas accès, tout ça. Et du coup, je me demandais, quelle était votre réaction? Alors, c'est plutôt bien d'imiter dans un contexte artistique, parce que les humains, je suis très négatif, je suis désolé, mais ont surtout imité les sons des animaux pour les tuer. C'est les appos, c'est typiquement pour attirer les oiseaux, les appos ou l'imitation par la bouche, tout simplement, pour les attirer et pour les chasser. Après, maintenant, dans les arts, on peut tout faire avec ces sons animaux. Il y a toutes les possibilités, soit de les garder de manière très très brute, ce que fait notamment Tomati, par exemple, les intégrer de manière presque classique, comme je vous l'ai fait écouter avec Bernie Krause, ou complètement les déformer, comme l'a fait Adèle de Baudouin, ou les imiter. Il y a les siffleurs les siffleurs d'oiseaux. Ces deux imitateurs extraordinaires, les chanteurs d'oiseaux, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, qui imitent extrêmement bien et qui intègrent ça à des pièces musicales. Nous, scientifiquement, on fait ça aussi. C'est-à-dire que mes collègues qui analysent vraiment le comportement sonore animal utilisent ce qu'on appelle donc des expériences de repasse. On prend des enregistrements qu'ils ont faits et qui vont rediffuser avec des haut-parleurs, aux animaux, pour voir ce qu'ils en font, comment ils réagissent. Donc ils peuvent transformer ces sons, les rendre plus graves, plus aigus, plus rapides, etc. Et pour savoir comment sont codées les informations dans ces sons. Donc c'est une forme d'imitation aussi, mais là dans un but scientifique. Donc but cinégétique, but artistique et but peut-être scientifique. Moi, je vais vous faire écouter un autre son. Je vais pas vous dire ce que c'est pour l'instant, mais voilà, c'est ça, c'est un blind test aussi. C'est composé, non? À peine. Un petit peu. Un tout petit peu, mais à peine. J'aurais dit de l'eau au début, fait avec un hydrophone, non? Ouais. C'est des glaciers. C'était glacier, ok, d'accord. Tout le temps, ouais. Tout en hydrophone. Ok, d'accord, ouais. ok. Ouais. Alors c'est un travail qui a été fait par plusieurs artistes et qui est signé Pablo Disseran, qui est une field recordiste, donc une artiste qui le médium principal est le field recording, donc l'enregistrement sonore, et qui c'est un album qui est fait sur les glaciers en Suisse.
qui ont été exclusivement faits avec des hydrophones, qui ont été placés dans des crevasses, il y a de l'eau aussi qui coule, et en fait en allant chercher des fréquences inaudibles en fait pour l'oreille humaine, on a des choses comme ça. Puis si on va plus loin dans le morceau, on a l'impression que c'est des synthétiseurs. Enfin, on vient presque dans du son artificiel. Ma question, elle est j'ai plein de questions, mais une première question, ce serait sur la question de l'inaudible pour l'oreille humaine, avec les techniques contemporaines en fait, et le développement à la fois de la science, mais aussi du field recording. J'ai deux questions. C'est quelle est l'importance d'accéder à des mondes qui nous sont inaudibles, et est-ce que vous, dans votre quotidien, c'est le cas? Et la deuxième, quelle est l'alliance possible entre artistes qui font du field recording et scientifiques il y a dans cette approche-là de faire accéder à des mondes qui ne sont pas écoutables pour l'oreille humaine? Alors l'inaudible devenu audible, il vient de la science, hein, des techniques déjà, transformation surtout des ultrasons essentiellement, mais aussi des sons trop rapides qui peuvent être ralentis, et on peut découvrir en effet des rythmes mélodieux. David Rothenberg, je crois que c'est sur le rossignol, quand il ralentit, lui il entend du free jazz. Voilà, on peut entendre ce que l'on veut. Donc, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Vraiment, c'est plutôt une réponse scientifique. Enfin, pas que aussi d'être sensible, j'allais dire. C'est les chauves-souris, typiquement. Révéler la présence des chauves-souris par des capteurs d'ultrasons, c'est incroyable. C'est-à-dire que vous entendez rien, et puis vous mettez ces capteurs, et puis tout d'un coup, on dit ah, mais il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui devient réel, tangible, quoi, presque. Et ça, c'est incroyable. Et c'est là où on se dit, ah, mais on ne vit pas dans le même monde, quoi. C'est le cas pour les hydrophones aussi. Les hydrophones, donc Adèle de Baudouin a beaucoup travaillé aussi en aquatique, mais Camille Desjonquers avant a travaillé sur une thèse là-dessus, parce que, en fait, moi, je ne savais pas. C'est Fernand Desroussen qui m'a dit, mais t'as déjà mis un hydrophone dans l'eau? Je lui ai dit, ah non. Et il y a plein de sons. C'est extraordinaire, parce qu'il a commencé à Vincennes, hein, pas à l'autre bout du monde, dans un petit ruisseau dans la forêt, enfin le bois de Vincennes. Et là, vous avez toute une diversité de sons qui apparaît. Vous mettez des capteurs de vibration sur un arbre, sur une branche, vous allez entendre plein de choses. Des sons faibles. Alors, il y a aussi les sons faibles, trop faibles pour qu'on puisse les entendre. Des vibrations d'ailes de mouche, des pas de fourmis, etc. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est que c'est vraiment... et puis, c'est la curiosité qui guide, là. On va découvrir quelque chose qu'on ignore, soit parce qu'en effet on ne peut pas les entendre, soit parce qu'on ne fait pas aussi l'effort d'aller les entendre. Donc voilà, et après, en effet, les artistes en font un peu ce qu'ils veulent, et ils ont cette liberté aussi qui est chouette, c'est de ralentir, accélérer, et puis ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Nous, non, pas toujours. Et donc c'est ça qui est génial, et de révéler ce qui nous est inaudible. Pour moi, c'est vraiment, c'est très excitant, et c'est ça qui est intéressant. Je rebondis juste sur la relation art et science. J'ai l'impression que en bioacoustique, il y a une particularité, c'est une discipline qui accueille beaucoup d'artistes, en tout cas en relation, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de disciplines en sciences. Et est-ce que moi, je trouve que ça en fait une grande spécificité de cette discipline, une sorte d'accueil comme ça de ces artistes sonores. Comment ça s'est construit? Alors, je ne sais pas si c'est possible d'en parler historiquement, mais d'un point de vue disciplinaire, comment il y a des liens qui se tissent, et est-ce que c'est depuis le début de la discipline? Il y a ce qu'on a appelé l'acoustic ecology, qui est un peu confondu avec l'écoacoustique, qui dérive plutôt de Murray Schaeffer, qui est un courant plus artistique, mais avec le terme écologie dedans. Et les termes écologie, on en fait un peu ce qu'on veut, hein. Donc, mais l'écologie, mais c'était pas de l'écologie scientifique. Pour moi, vraiment, la connexion avec l'écologie scientifique, elle se fait depuis peu d'années, enfin, de ce que je vois, de mon expérience en tout cas.
Où moi j'ai des artistes qui viennent me voir pour me demander mais ça c'est quelle espèce, c'est quoi son milieu de vie, ou des questions d'histoire naturelle, ou de liens avec des grandes questions de préservation des milieux, d'écologie, parce que je crois que en fait ça vient plus d'une motivation d'écologie politique sensibles, où les artistes sont imprégnés des questions aujourd'hui sociétales de changement climatique, de crise de la biodiversité, que le mouvement se fait comme ça, plus que dans l'autre sens. C'est-à-dire que, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, ce sont les artistes qui sont venus me voir plutôt que moi qui suis allé voir les artistes, même si j'en suis extrêmement heureux, quoi. Mais justement, à ce sujet, je me demandais quelle était comment dire, la vocation politique de votre travail, c'est-à-dire à quoi à qui est-ce que vous donnez accès à les sources, à qui est-ce que vous les partagez, et justement dans une dimension d'écologie politique, évidemment ça a un énorme rôle à jouer, et donc je me demandais si c'était aussi votre intention, et qu'est-ce que vous faites de vos données. Ouais. Alors nos données, je veux dire, normalement elles doivent être ouvertes à tout le monde. On est un service public, elles ne nous appartiennent pas. Maintenant, il y a un défi technique, c'est de mettre ça à disposition à tout le monde. On a des millions d'enregistrements, c'est juste pas possible. Alors au muséum, on a une sonothèque qui est pas disponible pour le moment parce qu'on a subi une cyberattaque qui fait qu'elle n'est pas disponible, mais on a une collection nationale qui est accessible à tout le monde. D'accord ? Donc ça, c'est déjà ça, c'est rendu public, toutes nos recherches sont rendues publiques, les outils qu'on développe sont rendus publics, ils sont en open source, etc. Après, sur le côté politique, en fait, le côté politique où il déborde presque naturellement, je veux dire. Alors moi, je suis pas trop politisé, mais évidemment qu'il y a un message quand même qui est, on va dire, sociétal, d'alerte. On est plutôt, je vais dire, plutôt des lanceurs d'alerte, quoi. Attention, les sons vont s'homogénéiser. Attention, on va perdre des sons. Nos paysages sonores vont en changer. Et puis, le son, c'est un médium artistique, mais c'est un médium aussi de mobilisation autour de ces questions écologiques. C'est assez facile de communiquer, de sensibiliser, de motiver par le son. Donc, justement, là, on a un projet, j'ai pas pu en parler parce que c'était trop long, mais un projet national pour vous demander à vous d'écouter et d'enregistrer dans un protocole scientifique avec les téléphones portables pour et sensibiliser. Écoutez, il y a des choses à écouter dehors qui nous font du bien, et en plus il y a des informations écologiques importantes dedans. Donc voilà, j'ai une volonté aussi de partager notre science, partager notre passion pour le son, et d'essayer de faire écouter tout simplement. Et après, on met de la politique ou pas dedans. Je veux dire, presque c'est libre à chaque personne. Encore on peut encore poser des questions exclusivement. Puis après, on vous passe le micro. On a de la chance, on en profite. Moi, j'ai une question sur la place du son dans la science en tant que médium principal de l'écho-acoustique. Quelle est parce qu'il y a toujours dans les sciences naturelles, il y a toujours pas une opposition, mais disons un rapport entre son et image on pourrait faire l'historiographie d'ailleurs de la relation son-image, mais comment le son il naît dans la science et comment il devient un outil d'analyse en fait avec des critères objectifs et des critères analysables en fait. Est-ce qu'on peut retracer ça ? Ouais, c'est une histoire des technologies en fait. Hein. C'est vraiment lié au développement des micros, des enregistreurs à bande, etc. Donc ça date après-guerre, pendant la guerre plutôt. Il y a eu des développements pendant la guerre pour la surveillance des océans. Donc cette discipline est très liée à la technologie. Ces magnétophones sont arrivés, enfin pas ceux-là, mais quasiment les mêmes, sont arrivés avant les recherches. C'est assez étonnant. Et il y a toujours quand même une difficulté de la démonstration de la preuve sonore par rapport à la démonstration, à la preuve visuelle. Nous sommes des animaux visuels et
on ne croit ou on ne sait quasiment que si on a vu, voire touché. Pour reprendre, enfin, je pense que c'est un héritage judéo-chrétien, quoi. C'est saint Thomas, quoi. J'ai besoin de voir et j'ai besoin de toucher. Et le son n'est pas suffisant. Et c'est très difficile de convaincre par le son. C'est-à-dire que si, moi, je me souviens, je revenais au laboratoire, quelquefois, je disais, il y a à cet endroit, il y a cette cigale. Je dis, ah bon, tu l'as vu? Je dis, bah non, je l'ai entendu. Mais tu l'as capturé, tu l'as ramené au laboratoire. Je dis, mais non, je l'ai entendu. Ça suffit pas. Le son ne suffit pas comme preuve. Je n'ai pas été voir du côté juridique, mais la preuve sonore n'a pas, je crois, la même valeur qu'une image ou qu'une vidéo. C'est-à-dire que si on vous diffuse un son, on vous dit c'est machin qui parle ou machine qui parle, il y a ouais, peut-être, mais si vous le voyez, vous ne douterez pas. C'est assez étonnant, il y a vraiment un shift, un décalage entre cette vérité sonore et cette vérité visuelle. Et pourtant, maintenant, avec les IA, ah ben là, oh là là, oh là là. Parce que maintenant, surtout au niveau des animaux, on se retrouve, moi, mon feed Instagram, il est plein d'animaux qui sont dans des rapports avec les humains ou dans des actions avec les humains où je sais plus si c'est du réel ou pas. Ouais. Et du coup, je me disais, finalement, ça va être, la question, ça va plutôt être d'où est la source, donc le crédit de la science, enfin, d'un laboratoire, plutôt que l'image ou le son. Ah bah là, l'IA, elle va tout fausser, enfin, elle va potentiellement mettre du doute partout, et dans le son comme dans l'image, parce que l'IA est très forte aussi pour le son. Donc, donc dans cette logique de fournir des preuves et de sensibiliser, en fait, ça devient... Il va trouver d'autres stratégies. Ouais, et franchement, je sais pas trop quelles sont, à part de nous faire confiance qu'on est des scientifiques et que jamais il nous viendrait à l'idée d'aller, enfin j'espère, de créer, enfin il y a eu des cas, hein, de générer des données. Bon, bah on peut générer des sons, ouais. Et là, c'est de l'éthique de scientifique, en fait. Ouais. Est-ce que vous auriez des questions pour Jérôme ? Ce serait bien de passer le micro. Oui. Mais si quelqu'un a des questions. Alors, qui aurait des questions? Ah, oh. Peut-être Romain qui a levé la main juste avant. Non, moi je me pose encore des questions par rapport à cette histoire de réception biologique des éléments musicaux par des animaux non humains, comme on disait. Et enfin voilà, moi j'ai fait l'expérience par exemple d'un chien qui se met à hurler avec un accordéon ou des choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a des études qui ont été faites un peu précisément sur ça? Est-ce que vous en avez Bah, c'est ce que j'ai évoqué un petit peu rapidement. Il y en a, mais leurs résultats sont un peu... il y a des études qui sont bien faites, d'autres qui sont moins bien faites. Donc le message général est assez compliqué à faire émerger. Donc voilà, c'est compliqué, mais il y a plein de cas comme ça, des perroquets qui dansent, l'otarie qui vient, etc. Et en fait, le perroquet qui danse, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un derrière qui danse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il faut faire attention. Puis apparemment, il y a un autre cas vraiment un perroquet qui danse. Donc, on est un peu dans l'anecdotique. Oui, moi je me demandais plutôt s'il y avait eu des études précises avec telle espèce et des typologies de sons particulières avec des études quantitatives en fait. Ouais, il y a, mais c'est pas super quantitatif justement. Ouais, c'est souvent avec quelques individus, quelques sons, pas super bien contrôlés. Donc voilà, ça mérite d'être plus travaillé. Mais enfin moi quand je vois les vidéos de Plume, c'est incroyable quoi. Il a tout testé, quoi, tous les animaux. Et alors, évidemment, il montre ce qui marche aussi, hein, c'est toujours pareil. Mais c'est épatant. Je vous en prie. Oui, juste pour rebondir là-dessus, j'ai peut-être un élément aussi, peut-être qu'en psychoacoustique et en bioacoustique, non pas écoacoustique, on a fait ce genre d'expérimentation, mais plutôt pour tester la comparaison entre le cerveau humain et le cerveau animal sur les mêmes types de sons. J'avais vu par exemple sur les cerveaux des corbeaux ou le cerveau, la réaction des corbeaux ou des singes qu'on envoyait des signaux itératifs avec des degrés de régularité pour voir si c'était analogue à la façon dont le cerveau humain
Ouais, peut-être. Il comprend. Ouais, là, moi, Mais c'est pas la musique, c'est juste Non, de voir non, si ah c'est les ouais. mêmes propriétés cognitives. Alors c'est complètement, ouais, c'est vraiment, là le son est contrôlé, on sait ce qu'on diffuse, on connaît sa durée, sa fréquence, etc. Alors que quand on diffuse du Mozart, bon, bah, on en voit beaucoup de choses différentes. Et là c'est sûr. beaucoup plus contrôlé, là ça n'a rien à voir. Ouais. Je voulais commencer ma question par ça justement. Donc en fait, on parle de relations et c'était justement une question que moi je me suis posée dans ma thèse, cette question de la relation dans l'autre sens, hein, non pas de moi qui vais m'intéresser au son des animaux, mais Ouais. voilà. Et je décalerai cette question maintenant sur la relation art-science, comme on est là dans cette rencontre-là, que vous avez parlé de collaboration avec des artistes. Oui. On voit que les artistes vous sollicitent. Oui. Est-ce que, et vous avez dit que c'était moins dans l'autre sens. Ouais. Mais qu'est-ce que vous, dans votre laboratoire, les artistes vous apportent voilà. On Ouais. a vu le travail de Adèle de Baudouin, Ouais. qui me pose question parce que la pièce de Luc Ferry qu'elle montre, en fait, est une pièce de paysage sonore. Ouais, donc, en fait, tout à fait. c'est pas de l'électroacoustique pure de synthèse, mais je crois qu'elle a fait ça Bah, aussi avec Risset ou... Oui, elle en a fait avec d'autres plusieurs, choses. et quelquefois ça fonctionne et quelquefois ça fonctionne pas. Je vous ai montré l'exemple qui fonctionne le mieux. Mais ça devient plus un outil d'analyse qui est commun à deux disciplines, en fait. C'était L'analyse l'objectif. musicale, ouais, c'est ça. C'était l'objectif, c'était de réunir les deux disciplines. Et la première solution qui a été trouvée, c'était une solution technique en fait. Est-ce que, voilà, on a deux défis c'est de visualiser. On a besoin de visualiser, de voir la structure de ces paysages sonores qui soient composés au naturel. Et donc il y a eu cette idée de concentration sur ce cercle. Et ça fonctionne pas toujours. Pour les compositions, là, Ferrari, ça marche bien parce qu'il y a une structuration vraiment spectrale. Pour l'exemple de l'artiste, qu'est-ce qui m'apporte, enfin qu'est-ce qui nous apporte, l'exemple de Sébastien Gaxi qui est compositeur et qui est venu me voir et il est en train de travailler sur un projet sur des enregistrements qu'on fait en forêt tropicale en Guyane. Et lui, ce qui m'apporte, c'est de réécouter. Justement, on est allé écouter ensemble et de passer du temps juste à écouter. Et lui, il réécoute. Alors en plus, il devient scientifique parce qu'il il commence à identifier tous les sons. Il passe un temps fou. Il est passionné par ça. Et donc, ouais, c'est plus dans l'écoute. On va en studio à l'IRCAM. On a fait des enregistrements. Il a fait des enregistrements en ambisonique. On réécoute ça sur des acousmonium et c'est génial. Moi, je réécoute avec lui. C'est ça. Et donc on remet un côté sensible aussi et artistique. Et c'est super. Mais vous voyez là, France Auda, alors elle est en résidence au laboratoire, mais elle a une approche visuelle, plasticienne. Alors elle est vraiment au tout début de cette histoire, mais c'est génial, quoi. Donc c'est ça. Ce qui peut, on commence à aller vers la philosophie aussi. On pourrait aller vers l'éco-poétique aussi. Moi, il m'apporte une ouverture d'esprit déjà, et puis du sensible, du beau. Moi, j'adore la science, je suis un fou, vraiment passionné fou de science, mais aussi des arts, quoi. Donc c'est une chance incroyable, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de disciplines qui permettent ça, quoi. C'est une chance. Mais c'était mon point de départ. Enfin, juste, je suis désolé, je parle de moi, mais dans mon histoire, j'ai fait ça parce que je n'étais pas musicien. C'est le point de départ. J'ai pas eu d'éducation musicale, c'est un grand regret, et ça m'a permis d'aller vers le son par les animaux. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ouais, Cédric. J'avais une question sur c'est un petit peu le pendant réciproque de la question qui a été posée sur la réception de la musique par les animaux. Vous avez évoqué au début l'éventualité d'une production musicale par les sons des animaux. Donc je me demandais je suis sûr que vous avez fait des études là-dessus, mais est-ce qu'il y a une classification fonctionnelle des sons des animaux? Ah ouais. C'est-à-dire, donc voilà, ouais. mais par espèce qui veut dire, il y a des sons qui sont destinés à l'accouplement, Bien sûr. des besoins sociaux, des besoins d'alerte. Ouais. Et donc, par extension, des besoins non identifiés qui pourraient aller vers l'organisation des sons parce qu'ils sont plaisants en eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire vers une description de ce qu'on peut appeler la musique, c'est-à-dire une organisation des sons pour elle-même, quoi. Ouais, non utilitariste, on va dire presque. Oui, alors, oui, complètement. C'est ce que fait la bioacoustique, cherche à comprendre pourquoi les animaux non humains utilisent les sons. Pour la reproduction, le contact entre les congénères quand ils migrent, les soins aux jeunes, etc. Il y a ce qu'on appelle un répertoire de fonctions. Ça, c'est très bien connu. Et le son pour le son, en fait.
On peut se demander, en tant que biologiste, quand on produit un son, on dépense de l'énergie. Quand on produit un son, on se révèle et face au prédateur, potentiellement, on dit « moi, la proie, je suis là ». Donc c'est dangereux de produire un son. Donc si on est hyper darwiniste, on ne va pas produire un son pour rien. Voilà, ça c'est la réponse, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, je suis en train de réfléchir, je ne suis pas sûr de l'avoir, parce que des sons qui sont produits pour rien, on se dit ah non, mais les oiseaux ils font ça pour le plaisir, ça leur fait du bien, etc. Alors on sait qu'en effet ça leur fait du bien, il y a tout un système de récompense neuronale, ça leur fait du bien et ça fait du bien aux partenaires d'écouter des sons. Mais pour l'instant, je fais attention à ce que je dis, je ne crois pas qu'il y ait eu de production sonore dite gratuite, quoi. Quand ils font des sons même et qu'il n'y a pas de partenaire, souvent c'est de l'entraînement. Mais il y a eu l'humain. Il y a eu l'humain qui l'a fait à un moment donné, de toute façon. Pardon ? Il y a eu l'humain qui l'a fait à un moment donné. C'est-à-dire ? De la production de sons ouais. pour eux-mêmes parce que c'est plaisant. Oui. Qui a donné les premières œuvres musicales. Peut-être, ouais. Mais lui au moins l'a fait. Ah oui, l'humain, ouais, mais c'est dur de. Je veux dire, c'est peut-être pas le seul. Mais... Ah ouais, mais l'humain, je ne vais pas trop m'aventurer chez l'humain parce que je connais pas. Mais de notre expérience, en effet, on produit du son aussi que pour le plaisir. Enfin, typiquement la musique, bien sûr. Et justement, est-ce que la musique, parce qu'on est heureux, mais souvent on va me dire ah non, mais les oiseaux ils chantent parce qu'ils sont heureux et pour nous faire plaisir. Je dis non, attention. Les oiseaux, ils chantent. La fonction première, c'est une fonction de reproduction, de défense de territoire qui est coûteuse d'un point de vue énergétique et qui invoque un risque fort. C'est-à-dire, et c'est une pression, c'est-à-dire qu'un grillon, s'il entend un prédateur, il va s'arrêter. Il va entrer en silence. C'est aussi ce silence des prédateurs et des proies, quoi. Il y a toute une guerre des signaux, une guerre des silences entre les prédateurs et les proies. Mais le chant des loups, par exemple, aussi. Enfin, c'est des démarcations d'un territoire. Un territoire collectif d'un clan. Mais c'est pas du tout pour se faire plaisir. Mais pourquoi on décorait le besoin du plaisir ? En fait, j'arrive pas à comprendre. Oui, je suis un peu d'accord. Moi, quand je mange, j'ai faim. Mais en même temps... Vous avez un plaisir, ouais. Le problème, c'est que... Je vais prédater un sandwich. Ouais. Je prends la petite essuie d'amandine. Ouais. En même temps, quand je le mange... J'ai du plaisir. Ok, je remplis un besoin vital, mais le plaisir n'est pas absent. Ah oui, mais on ne sait pas trop la notion de plaisir chez les espèces non humaines. C'est... Il y a pas mal d'écrits là-dessus, en tout cas sur le plan physique. Alors, on sait justement qu'il y a une forme, en effet, de récompense neuronale, neuro-hormonale. Mais c'est quand même difficile justement de se mettre à la place d'eux et d'en conclure que c'est un plaisir. Alors, il y a des marqueurs physiologiques en fait. Donc c'est la question sur le chant des oiseaux. Sur le chant des oiseaux, on a démontré qu'il y a une récompense pour celui qui chante et qu'il y a une récompense, il y a des opioïdes qui sont produites par la femelle qui reçoit. Après, quelle est la motivation ? Est-ce qu'ils chantent pour se faire plaisir ou est-ce qu'ils chantent pour se reproduire ? Le pour, déjà, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est parce que c'est finaliste. Donc, cette raison psychologique, elle peut aussi être appliquée aux humains, au fond. Ouais. Est-ce qu'il y a une œuvre purement désintéressée ? Oui, complètement. Ouais. Il y a une question derrière une réaction. Attendez, prenez le micro, c'est pour l'enregistrement. Après, je sais pas, je trouve que quand même l'humain par rapport aux oiseaux, à l'animal, il a beaucoup de sources de communication bien différentes et que peut-être que nous on fait de la musique parce qu'on s'est rendu compte que notre langage est que limité et qu'on a besoin de la musique pour dire des choses. Là où l'oiseau se pose pas forcément cette question. Par exemple, je sais pas, mais si on veut dire à quelqu'un qu'on l'aime, etc., parfois c'est dur de le dire avec des mots. Et Liszt va écrire le Liebestrom numéro 3 pour Rêve d'amour, par exemple. Là où l'oiseau serait plus limité. Tout le monde n'est pas Liszt. Ouais.
En fait, moi, ça me fait penser à un article que j'ai lu il y a quelques années, que j'ai beaucoup utilisé, d'un musicologue anglais qui s'appelle Ian Cross. Je ne sais pas si vous êtes familier. Il vient de Cambridge, il est à la retraite depuis pas mal d'années. Mais il a écrit, en fait, sur le côté fonctionnel de la musique. C'est assez sarcastique, évidemment. Il faisait des analyses de musique classique, entre autres. Mais son modèle est à base de 3 dimensions qui hiérarchisent pas. Et il dit que dans ces 3 dimensions, il y a des modes de communication qui sont à identifier dans toutes les musiques du monde. Mais ça marche, alors que d'habitude, les trucs comme ça, c'est ethnocentré ou eurocentré. Et en fait, ça marche parce que je l'utilise pour des études transculturelles, en fait. Et dans la première dimension, il inclut pas mal d'espèces animales, sans nécessairement on va dire les démontrer, parce que c'est pas son job. Mais enfin bon, en tout cas, c'est tout un tas de choses, justement, de fonctionnelles, typiquement basiques de comme on dit, la séduction, tout ça, enfin des trucs comme ça, et qui sont assez compréhensibles par pas mal d'espèces. Et après, donc aussi, il va prendre des exemples par rapport à la peur ou des choses comme ça. La deuxième dimension, c'est une dimension qu'il appelle vraiment humaine, et il montre qu'en fait, c'est des manières de communiquer avec la musique qu'on utilise si on parle pas la même langue avec les gens. Donc on va avoir le même genre de trucs. Quand on est dans un pays étranger, on doit s'exprimer, on n'arrive pas, alors on fait des trucs avec les gestes, etc. Et il montre que c'est les mêmes genres de fonctionnement qu'on va retrouver dans tous les types d'impro, comme ça. Et la troisième dimension, elle est culturelle, et là, la fonction, c'est de montrer de quelle classe, de quel savoir on se tient, enfin voilà. Et puis de faire des compétitions, de tas de trucs. Et en fait, quand on prend ces 3 dimensions, ça marche assez bien. Mais lui, il part du principe qu'en fait, tout est fonctionnel. Voilà, qu'il n'y a rien gratuit. Voilà, bon. C'est ça. Ouais. C'est une... Ouais. Mais en fait, je dis pas que je suis pour ou contre, mais c'est intéressant parce que c'est une manière, voilà. Mais c'est une manière de réfléchir au côté, finalement, nous, en tant qu'humains, on n'est pas si différents que ça. C'est un peu ce qu'on dit, mais il y a peut-être plus de choses à démontrer par rapport à un oiseau. Il faut quand même que nous, on montre, je sais pas, où est-ce qu'on a fait nos études, des trucs comme ça. Bon. Bref. Ouais, Ian Cross, I-A-N, et Cross, C-R-O-2-S. Mais si tu me mets un mail, je te l'enverrai. Bon, voilà. Mais ouais, je sais pas si vous connaissez, mais c'est assez... Non, je connais pas, mais c'est vrai que moi, ça me parle plus en tant que biologiste. On est fonctionnaliste, donc on cherche en effet des raisons de survie à tout comportement. Ça ne veut pas dire que les animaux non humains n'ont pas d'émotion. Attention, on ne dit pas ça. Hein. Qui n'ont pas d'émotion, qui n'ont pas de culture. Mais on le replace quasiment systématiquement dans la théorie de l'évolution, de la sélection naturelle, la sélection sexuelle de Darwin, et que tout a un coût, et donc peut être expliqué par une pression de sélection. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Est-ce que tout ça rentre dans une catégorie fonctionnelle quand vous l'analysez? Est-ce qu'il y a pas un trou justement dans lequel... En tout cas, de ce que je connais, des vocalisations, j'ai réfléchi, produites apparemment sans personne qui écoute, en fait, déjà, enfin, sans potentiellement personne qui écoute. Il y a de l'entraînement chez les chauves-souris, et les chauves-souris babillent, comme nos bébés, ils apprennent à parler. Je crois que c'est vrai chez pas mal de mammifères, en fait. Mais apprendre à faire, ça a une utilité, que c'est pas gratuit, c'est pas pour rien. Alors peut-être que dans certains cas c'est pour se faire plaisir. Voilà, et il dit chez les étourneaux, apparemment il y a une phase où ils chantent pour rien. Peut-être aussi dans la forme d'apprentissage, d'entraînement aussi. Voilà, je comprends qu'on puisse critiquer cette approche très utilitariste, fonctionnelle, mais c'est les résultats d'une évolution hyper longue qui a été sélectionnée. Les signaux des oiseaux ne sont pas faits n'importe comment, des insectes ne sont pas structurés n'importe comment, ils répondent à un crible évolutif qui fait qu'ils sont comme ça, en partie parce que la propagation se fait plus loin, parce qu'elle correspond aussi au système auditif de celui qui écoute, parce que dans les modulations d'amplitude, de fréquence, on peut coder telle ou telle information, etc. C'est pas du hasard. Question hyper spécifique. Est-ce qu'il y a des accents locaux d'oiseaux? Et est-ce qu'il y a des
pour aller dans cette idée-là aussi, est-ce qu'il y a un apprentissage des espèces pour apprendre C'est deux questions complètement liées. Il y a alors on parle de dialectes, comme nous on a des dialectes, c'est-à-dire qu'il va y avoir une évolution locale qui se fait par l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il va y avoir une petite dérive des parents qui vont chanter un petit peu différemment et donc les jeunes vont apprendre différemment et ça va évoluer au cours du temps. Donc c'est une culture aussi, hein, c'est une modification locale. Et donc ça existe chez les oiseaux, ça existe chez les baleines, ça existe chez les éléphants, chez les orques peut-être, ouais. Mais donc ça existe uniquement chez les espèces qui apprennent, parce que ça se fait par l'apprentissage. Et par rapport à ce qui avait été indiqué tout à l'heure sur un humain qui créerait par exemple un chant d'amour pour des déclarations d'amour, je me disais, donc on n'a pas du tout de... Enfin, en tout cas, vous n'avez jamais été au fait d'un usage de la métaphore chez des animaux, parce que je me dis, c'est-à-dire d'émettre un son, pas pour son but qui semble... Enfin, d'émettre un son pour un but qui n'est pas celui qui semble être le but indiqué ou quelque chose comme ça. Il y a des tromperies quand même. Ils peuvent mentir un petit peu. Les cerfs, notamment, normalement, enfin, c'est un peu une règle un peu classique dans le monde animal. Plus on est gros, plus on fait des sons graves et plus on est choisi par les femelles, les mâles. Et les cerfs se font paraître plus gros qu'ils ne sont, par exemple. C'est de la tromperie. J'ai pas d'exemple comme ça vocal, mais il y a, vous connaissez les vers luisants qui font de la lumière. Ils ont chacun aussi leur propre code de lumière. Hein. Et il y a il faut pas que je dise de bêtises, c'est les mâles qui font de la lumière aussi. Et il y en a qui imitent les lumières des autres, qui attirent les autres et qui mangent les autres. Voilà. Bah oui, comme nous. Prenez les sandwichs des autres, vous. Mais non, ouais, il peut y avoir de la tromperie. Ouais. Moi, j'ai une question sur J'ai une question, c'est peut-être un peu débile, hein, mais sur les silences. Parce qu'en fait, là, je trouve qu'on raisonne tout le temps sur le signal. On a l'impression qu'en fait, c'est avec le signal qu'on parle. Et donc, on écoute les signaux, on les repère, on les regarde, mais peut-être que, en fait, il y a plein de vivants autres que nous qui se parlent pas avec le signal, mais avec le silence entre. C'est-à-dire que le signal ne leur permettrait que de faire du silence. Et en fait, la collègue avec qui j'ai écrit le papier que je vous ai envoyé là, elle m'avait fait remarquer un truc sur les pièces pour clarinette et baleine. Elle m'avait dit, mais en fait, on a toujours l'impression qu'on écoute, c'est sublime, ce dialogue, enfin cet échange entre une clarinette et des baleines. Et elle me dit, mais en fait, c'est hyper intrusif parce qu'en fait, avec sa clarinette, il vient se mettre dans les silences des baleines et en fait, ça se trouve, elles se parlent avec leur silence et pas avec leurs signaux. Et en fait, lui, il arrive avec sa posture hyper anthropocentrée, à venir se dire, bah chouette, je discute avec elle, parce que quand elle se tait, je lui parle et elle me répond. Alors que peut-être justement, il se met à l'endroit où elle se parle, et nous, on pense signal, alors que peut-être les baleines se parlent avec du silence. Et qu'en fait, on vient leur bouffer leur silence. Et en fait, peut-être que même ce truc de signal, on est leurré par notre langage à nous. Enfin, voilà. Le signal, c'est le son plus le silence. Si vous enlevez le silence, je vous disais tout à l'heure, vous supprimez le silence, on peut le faire très facilement, il n'y a plus de signal, en fait. Donc, oui, en effet, mais c'est un couple, en fait. C'est un peu un couple. C'est un peu un couple. Enfin oui, je me comprends, mais je comprends ce que vous dites. Oui. C'est un couple, son signal, silence. Voilà, merci. Il peut y avoir de l'information dans du silence. Le fait de se taire, notamment, c'est potentiellement parce qu'il y a un prédateur. Donc le silence est informatif. Oui. Et il a une information, il code une information, tout à fait.
en effet, se placer dans le silence des autres, c'est pas terrible. En fait, David, il joue pas avec, il joue sur son bateau avec sa clarinette, mais il y en a d'autres qui le font. Et en effet, ça pose une question éthique. Les scientifiques, je disais, font des expériences dites de repas, ça pose aussi des questions éthiques parce qu'on les dérange. Bien sûr qu'on les dérange. On rentre dans leur communication. Et en plus, on les trompe. C'est-à-dire que quand je joue un chant de rouge-gorge à un rouge-gorge, il croit qu'il y a un ennemi, et donc lui, il va venir, il va chanter, il va montrer son poitrail, etc. Donc ouais, on les dérange. Et on sait que on les dérange pas que au moment où on fait l'expérience, mais sur le long terme, parce qu'on a tout perturbé son environnement. Et en effet, on le fait dans leurs moments de silence, souvent. Ouais, tout à fait. Mais ouais, c'est le silence. Ce n'est pas rien. Il faudrait ajouter à la liste des perturbations que tu présentais le travail scientifique. Ouais, mais exactement. Et donc du coup, c'est important, je crois, parce que ce matin, pour essayer de faire un lien avec ce qu'on a entendu ce matin, où Jean-Philippe Pierron nous a présenté différents modèles de savoir d'un point de vue philosophique. Le modèle aristotélicien et puis le modèle, on va dire, 19e classificatoire, explicatif, etc. Pour en arriver à l'idée que, au fond, le savoir écologique, qui est une posture évidemment politique, c'est un savoir qui est relationnel. C'est-à-dire quel est le type de relation qu'on construit avec l'objet qu'on étudie. Donc voilà pourquoi je rebondis là-dessus, parce qu'effectivement, est-ce que cette relation, elle est... Comment estime-t-on que cette relation va être non toxique, éthiquement correcte, féconde ? Quelle est dans le processus même du savoir ? Voilà. Alors ça, c'est une question excellente qui doit changer nos pratiques et qui est une question récente. Alors maintenant, on a des comités d'éthique, c'est-à-dire que si on fait des expériences, on soumet les expériences à un comité d'éthique qui va juger si c'est faisable ou pas faisable. Ma motivation, moi j'ai fait d'abord de la bioacoustique sur les insectes, où je faisais aussi du playback, de la repasse, etc. Ma motivation de l'écoacoustique, c'était que justement, j'intervenais encore moins, presque plus, quoi. Le seul moment où on est, et c'est aussi un problème, c'est quand on va sur le terrain et qu'on installe le magnétophone. Et pour moi, on est déjà trop bruyant. C'est-à-dire qu'on parle, on est en groupe, etc. Et là, on perturbe. Alors c'est peut-être un peu extrême, mais j'ai des collègues qui vont dire « Ah, c'est bon, on peut plus rien faire ». Là, c'est toujours où est-ce qu'on met le curseur. Mais les expériences de playback posent une question, et clairement, il y a 10 ans, on ne se posait pas cette question. Ouais, c'est une question de pratique de la science, tout à fait. Je continue un tout petit peu. Du coup, il y a un moment, c'est vrai d'ailleurs pour le dialogue interculturel, comme pour le dialogue interspéciste, pour toutes ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a parfois une espèce de purisme de du non-effet, parce que cet effet pourrait entraîner quelque chose, qui empêche la relation, qui vient interdire la relation. C'est ça, c'est-à-dire, ouais. Donc voilà. Il faut trouver le bon endroit, parce que, je vous en prie, et là, le problème, c'est qu'en n'étant plus là, il n'y a plus de relation, j'observe plus. C'est un magnétophone qui le fait pour moi. Donc j'ai plus de contact, je connais moins bien ce que j'étudie aussi. Donc voilà, c'est trouver la bonne posture. Être là, mais sans déranger, mais on dérange toujours, etc. On nous a même critiqué parce qu'on mettait un magnétophone et qu'on abîmait les arbres, qu'on faisait mal aux arbres. Je mets juste un fil de fer sur une écorce qui est comme ça. Franchement, je fais rien du tout, quoi. Donc voilà, un peu extrémiste. Mais il faut aussi qu'on s'interroge. On ne s'est pas interrogé il y a 10-20 ans. On ne s'interrogeait pas du tout sur ce qu'on faisait. Donc l'expérimentation animale, normalement, est régulée. Il y a des règles éthiques. Ces règles, on peut les mettre aussi où on veut, quoi. C'est toujours un compromis, de toute façon. Quand on remplit le questionnaire, c'est jamais pour dire qu'on ne fait rien. C'est ça l'idée. Non, sinon on reste chez soi. Exactement. C'est pareil que, cette question, moi, je me la pose non pas que dans l'expérimentation, mais est-ce que je prends un avion pour aller faire ma recherche ? Est-ce que je prends une voiture ? Est-ce que j'utilise des supercalculateurs ? Est-ce que j'utilise ça ? C'est polluant, ça ? Voilà. Donc après, on reste chez soi, quoi. C'est compliqué, franchement, c'est dur.
Et même chez soi, c'est pas gagné. Non, c'est parce... Dans la forêt, là, il fait froid quand même. Mais oui, si on reste là-dedans. On a eu cette discussion au CNSM de Lyon sur la pratique musicale. Je disais, les arbres dans Rizou sont coupés aussi pour la lutherie. Le Pernambouc, pour les Exactement, archers. Voilà, pour les archers. Voilà. Et est-ce que j'ai le droit d'aller faire de la musique dehors ou pas? C'est une vraie question. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est passionnant, mais merci la journée a été longue. Oui, merci beaucoup. Merci.